Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien profité, ceux qui en ont eu la chance, de vos 3 jours, ce long week-end. C'est toujours plaisant de revenir en pleine forme avec Doc Mayou, évidemment, avec nous dans l'émission. Bonjour Doc Mayou. Oui, José. Bon, il faut être en pleine forme aujourd'hui parce que c'est un gros sujet qui, à première vue, peut sembler peut-être banal, mais c'est un sujet qui va toucher tout le monde, je pense, parce qu'on va toucher aux relations amoureuses, aux relations de couple. Et moi, je vous écoute, là, quand vous parlez. Et la semaine dernière, à un moment donné, dans une discussion, moi, je disais, s'il n'est pas fin, tu le laisses, puis tu passes à d'autres choses. Puis là, vous, José, attention, là. Parce qu'on peut pogner pire dans ce cas-là. Moi, je suis un petit peu sceptique. Alors, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va discuter de ce sujet-là. Avec votre expérience amoureuse, là, quand vous avez eu une rupture, avez-vous pogné pire par la suite ou mieux? Vous, selon votre expérience clinique et la psychanalyse que vous faites avec des patients, vous êtes en mesure de commenter là, le pourquoi de votre réflexion. Ouais. Alors, s'il n'est pas fin, tu quittes, on passe à un autre appel. Après la deuxième ou troisième relation, on ne répète plus ça. Avant de quitter, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne marche pas, et s'il y a des éléments communs dans les 3 dernières relations, particulièrement la troisième. La première, ça peut être un accident de parcours. OK. La deuxième, c'est des éléments répétitifs de la première. On commence à s'interroger. La troisième, on arrête. Pause. On met ça sur pause. C'est-à-dire que même s'il n'est pas fin, si notre vie n'est pas en danger, si on n'est pas menacé dans notre intégrité, s'il n'y a pas de violence dans la relation, il n'y a pas de presse à quitter. Régulièrement, j'ai recommandé ça dans ma pratique. Et ça a donné des bons résultats. Moi, c'est sûr que je ne vous abstinerai pas sur un homme violent. Tu sais, quand on parle là, de la sécurité de la personne là, qui est mise en cause. Mais admettons, tu sais, là, je sais, on va refaire un sujet qu'on a déjà fait, on va redébattre là-dessus, mais moi, avec ma personnalité, je serais pas capable, surtout quand il y a eu entente au préalable, d'accepter que mon conjoint ait eu une relation extra-conjugale. Bon, fait que moi, c'est clair, je quitte. Je sais pas si vous comprenez. On prend ça comme exemple. Bon. C'est la troisième relation où tu es cocufié, que tu te retrouves cocu. Tu te poses des questions, homme ou femme. OK, bien ça change tout quand vous dites attendez à la troisième, parce qu'après la troisième, à un moment donné, tu dis c'est peut-être moi le problème. Là. C'est-à-dire qu'il y a un pattern. C'est ça. Oui, et j'ai peut-être, à mon insu, participé à un mauvais choix. Alors là, c'est là que l'inconscient peut se manifester. On a une bébite dans notre cerveau qui nous échappe. On a un ennemi à l'intérieur de notre cerveau qui peut brouiller les cartes et faire en sorte que notre vie soit remplie de patterns non évolutifs, non épanouissants. Parce que ça, moi, je trouve ça fascinant. Puis je suis certaine encore là qu'il y a des gens, c'est bien facile de commenter là, la vie des autres, mais on se demande toujours, veux-tu bien me dire pourquoi qu'elle est tout le temps avec des jaloux? Bon. Veux-tu bien me dire pourquoi elle sort d'une relation où elle était maltraitée? Prochain qu'elle retrouve encore avec elle est encore maltraitée. Puis là, je parle d'une femme, mais ça peut être un homme aussi qui a des patterns. Là. Oui, exactement. Alors, après la première relation, il y a des individus, hommes ou femmes, qui sont très retards, qui sont très tordus, qui sont hypocrites, qui peuvent se camoufler. Mais la troisième relation, là, et souvent, il y a des personnes qui passent rapidement d'une relation à l'autre. Et là, c'est la faute des autres. Ils ne sont pas à la hauteur. Ça ne correspondait pas à ce que j'attendais. Non, à la troisième, il y a un arrêt important et une réflexion. Puis avant même de quitter, s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas d'abus graves, c'est peut-être bon même de laisser perdurer la relation afin de mieux s'observer et d'observer l'autre. Ça peut nous permettre d'apprendre sur des éléments refoulés
dans notre cerveau, à notre insu, qui nous nuisent, qui altèrent notre jugement ou notre capacité de choisir un partenaire satisfaisant et épanouissant. Je vais vous lire déjà sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Ouais. On a un auditeur qui a témoigné. Il dit, personnellement, il s'appelle François, il dit, personnellement, ça fut compliqué. J'ai passé plusieurs années avec un amour de jeunesse que j'ai voulu faire durer alors que clairement, nous avions changé et n'étions plus compatibles. Ensuite, j'ai surtout été attirée par des femmes qui ont été blessées. J'avais un besoin de sauver, de montrer à ces filles autre chose que les salauds violents. Le problème, c'est que ces filles étaient encore trop marquées par leurs blessures pour avoir une relation saine avec moi. Et là, lui, il dit que finalement, il a rencontré l'amour. Mais là où je veux vous entendre, c'est qu'il dit, j'aime bien la théorie selon laquelle on ne tombe vraiment amoureux que 3 fois. La première par idéalisme, la deuxième par nécessité et la troisième de façon inattendue. Moi, c'est la première fois que je lis ça puis que j'entends ça. Non, c'est complètement bidon, là. Alors, c'est exactement le genre de rationalisation qui peut surgir chez beaucoup d'individus. Alors, une rationalisation, c'est une raison plausible que quelqu'un se donne, OK, pour camoufler quelque chose qui n'a pas d'allure. Une intellectualisation, c'est une construction, comme ce qu'on vient d'entendre. Une intellectualisation, c'est à l'insu de la personne, une construction intelligente qui camoufle quelque chose qui n'a pas de maudit bon sens. Mais c'est peut-être les 3 relations qu'il a eues. Pour lui, c'était ça. Mais pour les autres, ça ne veut pas dire que c'est ça nécessairement. Même pour lui. Mais la question que je trouvais intéressante... Revenons à François. Oui. Son amour de jeunesse, rechercher des femmes blessées, son besoin de sauver. Il parle de lui, François. Il est une âme errante, une âme blessée. Et il pense que c'est en sauvant les autres qu'il va se sauver. Non, il va s'enliser et devenir possiblement en détresse importante avec les décennies. Ça, du côté des femmes, moi j'ai souvent entendu que c'était genre le syndrome Mère Teresa. Ben oui. La même chose pour plusieurs hommes aussi. Alors, ces femmes qui sont bloquées au stade de l'instinct maternel. Elles pensent qu'en déployant excessivement leur instinct maternel avec un homme, elles vont se traiter, elles vont se soigner, elles vont récupérer, elles vont se réparer et devenir des femmes épanouies. José, elles vont s'enliser avec des alcooliques, des toxicomanes, des hommes jaloux, des batteurs de femmes, t'as même pas idée. C'est-tu aussi une façon de... Comment, je vais le dire poliment, parce que je sais que ça touche vraiment beaucoup de monde, là, mais quand tu te ramasses tout le temps avec des gens qui ont des problèmes, là, OK? Puis je vais rester dans le syndrome Mère Teresa, je suis sûr que les femmes ont tout entendu ça, là. Ben, c'est une façon aussi, vu que ton estime de soi est tellement basse, que ça te remonte d'être avec quelqu'un de pire que toi? Ben, c'est-à-dire, t'essaies. C'est une tentative de se valoriser, de valoriser son moi qui a été écrasé pendant l'enfance par un parent signifiant. Ça peut être le père, la mère, la grand-mère, une éducatrice. Alors, une personne signifiante en bas âge, dans les premières années de vie, pendant les 6-7 premières années de vie. Alors, si cette étape-là a été vécue dans l'écrasement, dans le dénigrement, la personne est vouée à tenter désespérément de se valoriser. Et c'est une avenue qui souvent est condamnée à un échec lamentable. Puis à l'inverse, un échec cuisant. Là, on va dans un discours que vous avez souvent, puis en faisant des recherches ce matin, je voyais que ça revenait, là. Mais la femme, que quand elle était petite fille, qui était très proche de son père, qui a idéalisé son père, ça se peut-tu qu'elle essaye de rechercher ça dans ses relations, puis finalement, faut quasiment qu'il y ait un détachement avec le père pour qu'elle puisse s'investir? Non, elle essaie. Elle essaie, comme femme adulte, d'avoir une relation intime avec un homme autre que son père et n'y parvient pas. Alors, la sexualité est tout croche, l'intimité est tout croche, le compagnonnage au quotidien est tout croche parce que papa a pris toute la place. Alors, papa, entre guillemets. Mais quand je dis qu'elle recherche son père, papa là, c'est incestueux. C'est que, t'es pas comme mon père, t'es pas comme lui, t'es pas, tu fais pas attention à moi comme mon père faisait attention à moi. Ben oui, son père était amoureux et cet amour-là n'est pas terminé. D'ailleurs, je suis confronté régulièrement en psychanalyse avec des femmes qui ont eu un père amoureux
et ont toujours un père amoureux. Ça fait pas des relations amoureuses fortes, c'est ça? C'est-à-dire, écoute, comment tu veux que cette femme-là, qui est complètement happée, captée dans cette relation-là, depuis sa petite enfance, puisse être capable de vivre un tantinet de relations égalitaires avec un homme autre que le géniteur, qui en a tellement pris soin, là, t'as même pas idée. Puis j'ai Ça même va loin. lu dans certains témoignages Oui. qu'il y a des femmes... Là, j'ai vu les femmes. J'étais dans des sites comme Elle Québec, puis tout ça. Là, les hommes, j'ai pas l'information, mais qu'il y a des femmes qui choisissaient même leur partenaire de vie en fonction qui allait plaire à leur père. Ça va jusque-là, là. Ben oui. Fait que Et tu c'est choisis sûr pas que ça- pour toi. Tu rencontres un gars, non, ça fitera pas avec mon père ou dans la famille. Fait que non. C'est quelque chose, là. Je recommanderais même aux hommes d'être extrêmement prudents face à une fille unique qui a vécu un rapport de proximité intense avec son géniteur. C'est un tas de problèmes, José, t'as même pas idée. À l'inverse aussi, un gars à maman, là, un petit gars à maman. À l'inverse. Un fils à maman. J'inviterais les femmes à être très prudentes, Ah, c'est égal. suspicieuses, face au fils à maman, surtout si elle l'a embrassé sur la bouche, là. Donc, on va aller à la pause. Madame, vous allez ramer. Mademoiselle, vous allez ramer, c'est même pas drôle. On va aller à la pause, puis on veut vous entendre. Parce Oui. que, à la gang, on a vécu, tout le monde des relations amoureuses. À la gang, on a de l'expérience en masse pour faire une émission complète aujourd'hui sur le sujet. On va partir de la base, là. Est-ce que après une rupture, le conjoint ou les conjoints que vous avez eus par la suite, ça allait s'améliorer ou vous avez pogné pire? Êtes-vous pris dans un pattern et avez-vous envie de le comprendre en discutant avec Doc Mayou? Des fois, on comprend bien des affaires. Fait que ça serait intéressant que vous nous appeliez pour en parler de vos patterns, entre guillemets. Et évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez communiquer par texto parce qu'on adore ça, c'est spontané, on vous lit au 25226. Vous communiquez avec nous par texto et bien sûr par la page Facebook, le Doc Mayou et José et nos courriels. Au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Que j'aime le sujet d'aujourd'hui parce que ça touche tout le monde. Ça touche également les gens de toute génération, je pense. Oui. Parce que même quand t'es jeune, là, tu... Puis en passant, il y a des gens qui restent avec leur premier amour de jeunesse, là. Il y en a qui rencontrent au secondaire leur partenaire, leur amoureux. Oui, puis ils exactement, restent tout ça. ensemble. Oui, tout ça existe. Maintenant, pour ceux qui ont des relations intimes qui durent un certain temps, à répétition, à la troisième, généralement, c'est important de mettre ça sur pause dans notre tête et de s'interroger, de ne pas quitter en vitesse, mais bien de s'interroger sur ce qui se passe, ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a de commun avec les relations précédentes. Parce que ça peut être annonciateur d'un pattern inconscient qui échappe à la personne, qui échappe à sa connaissance. Puis ces patterns-là viennent de l'enfance, c'est ça? Oui. En c'est général, ça. En général, oui. Et les prédictions, selon vous, tu sais, souvent on entend parler de ça, là, quelqu'un qui... Puis on parlait de relations extra-conjugales tantôt, il y en a même qui quittent leur conjoint tout de suite pour quelqu'un d'autre, là. Oui. Ça, c'est les probabilités que ça fonctionne comme couple, ça doit être moins grand, j'imagine, parce que t'as même pas de temps d'arrêt, t'as même pas... Non, pas nécessairement. Non? Non. Il y a des individus... Non. Il y a des individus qui prétendent qu'il doit y avoir nécessairement une pause entre les relations intimes pour qu'elles perdent... Non. Pas nécessairement. C'est la prise de conscience. La prise de conscience est veiller à son intérêt. Alors, il y a des individus qui quittent pour une autre personne, puis ça va durer, ça va être très stable. Non. Ça, oublions ça, c'est une légende urbaine. De prétendre, parce qu'il n'y a pas eu un 3, 4, 6 mois, 2 ans de célibat entre deux relations, que ça améliore la pérennité de la relation suivante. Bouillir pour les minous, c'est pas vrai, ça. Doc, là, on avait déjà sorti la statistique dans une de nos émissions, comme quoi je pense que c'était dans les séparations, là, 8 fois sur 10, c'est la femme qui initiait la séparation. C'est elle qui disait, je te quitte. Okay? Oui. Bon, mais c'est
peut-être plus facile à ce moment-là pour la femme d'aller dans une nouvelle relation plus rapidement parce que elle, le cheminement, elle l'a fait, là. Tu sais, à partir du moment qu'elle a décidé qu'elle n'était plus bien dans le couple, l'annoncer, non? Pas nécessairement. Non, non. Parce que quand vous dites prise de conscience, là, c'est que quand tu décides de te quitter, il faut que tu aies toujours bien eu une prise de conscience comme quoi ton couple n'allait plus bien. Il y a... attends un petit peu. Il y a différentes raisons, dont une dont on parle très peu. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont très réticents à annoncer à leur conjointe qu'ils vont la quitter. Parce que, dans ma pratique, j'ai souvent eu des personnes qui m'ont consulté et la femme menaçait de se suicider. OK. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir des relations extra-conjugales puis qui ne le diront jamais parce qu'ils ont peur de la détresse de la conjointe. Ils craignent la détresse, et surtout quand il y a des enfants. Alors ça, c'est une réalité qui survient dans un certain pourcentage de cas. Ou ils vont saboter leur relation. Ils vont faire exprès pour que la conjointe sache qu'il y a eu une relation extra-conjugale. Ou ils vont attendre. Ils vont attendre qu'elle se décide finalement. Alors, lorsque c'est elle qui prend la décision, il va y avoir moins de menaces suicidaires, moins de détresse, moins d'agressivité. J'ai vu toutes sortes d'affaires. Par exemple, écoute, un homme annonçait à sa conjointe qu'il la quittait. Il a pris toutes ses affaires, puis elle a garoché ça par la fenêtre du deuxième dans la piscine. J'en ai vu, là, des histoires qu'on ne publie pas. OK, mais on peut les entendre, par contre. Mais aussi, il y a des femmes qui annoncent à un gus qu'elles le quittent, et le gus a envie de les tuer. Ça, il y a un pourcentage aussi. Exact. Mais 8 fois sur 10, lors des séparations, c'est la décision, c'est, en tout cas, en apparence, la décision de la femme. On a Philippe qui a écrit et dit « Moi, je reste célibataire car je trouve la nouvelle génération de femmes plus en plus exigeante. » Bon, nouvelle génération. Quel âge a-t-il? J'ai pas l'âge, là, mais je dis... OK, nouvelle génération, de plus en plus exigeante. Eh boy, j'aimerais ça qu'elle nous appelle. Ça, c'est un bel exemple d'une rationalisation qui ne tient pas à route. Alors, depuis quand que les femmes... Mais c'est parce qu'ils viennent de nous dire que c'est à cause des femmes. C'est pas de sa faute à lui. Pas de sa faute. Alors, je demeure célibataire, pas parce que j'ai une difficulté relationnelle, non pas parce que j'ai possiblement un problème sexuel, non pas parce que j'ai de la difficulté à être compatible avec une femme, mais à cause de la nouvelle génération. Elles sont exigeantes. Qu'est-ce qui nous sort là? Alors, appelez-nous, chers amis, pour nous dire quelles sont les exigences auxquelles vous êtes tant confrontés et qui vous confrontent tant. Et on a également... Ça serait fascinant. Sylvie, elle, de son côté, parce que dans la question que je posais sur la page Facebook, c'est est-ce que la qualité de vos partenaires va en s'améliorant ou au contraire, vous avez tendance à pogner pire? Avoir su, auriez-vous enduré un peu plus au lieu de vous séparer rapidement, là? Et Sylvie, elle dit, ils sont pires avec les années. Et je regrette parfois d'avoir divorcé et de ne pas avoir fait les efforts qu'il faut, mais trop tard, et je vis ça maintenant. C'est un discours qu'on entend beaucoup. Alors, José, une séparation prématurée peut se faire au détriment de la personne qui a pris la décision. Et c'est un exemple pathétique, un exemple qui est pas drôle. Les cas comme Sylvie, il y en a beaucoup. Alors, d'une relation à l'autre, elle a constaté que le choix de son partenaire était pire. Mais, elle dit que, c'est les hommes qui sont pires avec les années. C'est pas elle. C'est pas elle qui a fait le mauvais choix. Tu comprends? Ouais. Subtil. Ouais. Ils sont pires avec les années. Les méchants hommes, ils deviennent de plus en plus méchants et mauvais partenaires avec les années. Alors que nos statistiques ont révélé quoi? Que hommes et femmes, 35 à 45 ans, à 40 ans, c'était ceux qui étaient le plus actifs au niveau de les relations sexuelles complètes. N'est-ce pas? Oui. Souvenons-nous. Mais les bons amants ne font pas nécessairement les bons amoureux, là. As-tu déjà vu un bon amoureux qui est un mauvais amant? Un bon amoureux qui est un mauvais amant. Ben là, je vais laisser les auditeurs répondre. Je pourrais me mettre dans le trouble. Non, mais tu peux être un bon gars puis pas bon au lit, là. Ah ben oui, une bonne personne. Oui. Ça, tu peux, mais un bon amoureux qui est un mauvais amant,
ça sera pas long qu'il ne sera plus un bon amoureux. OK, dans ce sens-là. Je comprends. Ben oui, OK, un mauvais amant. Écoute. OK. Écoute. Non, je comprends. Pour des relations mauvais à long amant, terme, là, à un moment donné, c'est important, là. C'est ça. Mauvais amant, la porte est pas loin. Mais... Surtout entre 35 et 40 ans. Oui. Mais trouvez-vous, puis ou à partir de quand, ou c'est peut-être à force d'avoir des mauvaises relations que quelqu'un commence à se responsabiliser parce que ce qu'on lit jusqu'à maintenant, ce qu'on va peut-être entendre tantôt qui va être intéressant avec les auditeurs, c'est donc bien dur de se responsabiliser sur nos échecs amoureux. Bon, au lieu de... OK, on va y aller un peu plus mollo. Responsabiliser, là, ça, c'est... Puis échec amoureux. C'est toi qui fais le mauvais choix de partenaire. Tu sais, c'est pour ça que je me dis... Puis là, on dit, c'est lui qui est pas fin, mais c'est toujours bien toi qui l'as choisi. Bon, José, d'abord les mots, la sémantique. Une fin de relation, une relation insatisfaisante avec quelqu'un n'est pas nécessairement un échec. OK? N'est pas un échec, nécessairement un échec amoureux. Et se responsabiliser versus notre part de participation dans le problème, c'est se responsabiliser, c'est de notre faute. C'est dangereux, là. On n'est pas là. Allons-y tranquillement. Et ce n'est pas parce qu'une relation ne fonctionne pas à notre goût de façon satisfaisante que c'est un échec. Un échec amoureux. On a le mot est fort, échec amoureux. Vous avez raison. Mais pour responsabilisation, ça, je continuerai là-dedans, moi. Oui, quelle est ma part? On a une part de responsabilité, puis... Bon, OK, une part. Alors, se responsabiliser de versus quelle est notre part dans cette histoire-là, dans l'évolution de cette relation-là. Jusqu'où ai-je participé de façon plus ou moins consciente et inconsciente? Oui. Ce qu'on va faire, on va aller à la pause dès maintenant. Au retour, on a Nathalie qui est en ligne, qui nous appelle de Victoriaville, et elle estime être le problème de ses relations ratées. Okay. On va lui parler. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous pouvez également commenter sur le 25226 par texto. Nous dire, par exemple, comme nous avons reçu, là, quelqu'un qui dit, pour ma part, je suis divorcée depuis 2010. J'en ai passé quelques-uns, mais j'ai eu besoin d'une pause et faire une prise de conscience pour justement ne pas reprendre le même pattern. Vous voyez, par texto, là, ça va vite, c'est facile, c'est très intéressant. Bon. J'en ai passé quelques-uns, puis après quelques-uns, je dis, oh là. Et voilà. Oh là. Exactement. Il y a quelque chose qui se passe, là. Hola, señorita. Quelle est ma participation là-dedans? Ma part. On va à la pause, Doc, et au retour, on va parler avec nos auditeurs. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors donc, Doc, on va aller parler avec Nathalie de Victoriaville concernant notre sujet qui doit faire prendre conscience à bien des gens que peut-être ils ont des patterns amoureux là, dans leur relation. D'où ça vient? Comment l'expliquer? Est-ce que avec vos relations, au fur et à mesure que vous avez des partenaires nouveaux, est-ce que ça va s'améliorant ou au contraire, vous pognez pire à chaque fois puis vous voulez comprendre pourquoi? Alors, on va parler avec Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Écoutez, moi, en gros, vos sujets sont tous très intéressants. Aujourd'hui, ça vient me chercher un petit peu parce que Doc Mayou, il parle beaucoup de le premier amour. Hein? Je pense que pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup affecté. Et par la suite, j'ai eu peut-être 3 partenaires importants dans ma vie. Et à chaque fois, je me disais, si je suis pas amoureuse, je dois les laisser parce que ça sert à rien de rester avec quelqu'un si on n'est pas bien. Oui. Et à un moment donné, sur peut-être un 4e partenaire, je dirais important dans ma vie, c'est lui qui m'a laissé. Mais là, ça m'a vraiment frappé parce que du jour au lendemain, il est pas rentré à la maison et puis le lendemain matin, j'ai eu un appel me disant si t'as pas compris le message, je reviendrai pas. Oui. Donc là, j'ai eu ma petite crise, ma petite en tout cas, dépression, si on peut dire comme ça. Je me suis un peu renfermée sur moi-même. Puis après ça, je me suis dit, non. Attendez un petit peu, oui. Nathalie. Avez-vous eu des idées d'en finir avec la vie, de vous enlever la vie? Non, pas du tout. OK. Parfait. Pas à ce niveau-là, mais plus
m'apitoyer sur mon sort, mettons, là. Pourquoi? Oui. Moi, le pourquoi du pourquoi, ça, c'est moi, ça. Oui. Alors, je me suis dit, bon, ben là, Nathalie, je pense que il y a un problème, et le problème, c'est toi. Donc, il va falloir que tu règles ça, parce que là, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas avec les hommes, puis il faut que tu comprennes c'est quoi, parce que là, pour l'instant, c'est quand même assez bizarre, tout ça. Tu sais, j'ai eu un grand amour, le premier. Puis, vous parliez de père. Naturellement, j'ai cassé avec lui après 4 ans de ensemble, là, je veux dire, à cause de mon père. Et après, ça a toujours mal été, si vous voulez. Tu sais. Donc, vous avez cassé avec l'homme à cause de votre père. Expliquez-vous là-dessus. Ben en fait, c'est le premier amour, hein. C'est des amours de jeunesse, un gars avec qui on se tenait toute une petite gang ensemble pendant 3-4 ans. Mais tu sais, quand t'as 12 ans, hein, c'est des amis, puis à un moment donné, en vieillissant, t'arrives à 17 ans, puis là, oups, ben il y a des sentiments, mais je me suis dit jamais j'aurais un gars comme ça se peut pas, tu sais. Jamais il va s'intéresser à une fille comme moi, puis en fait, c'est ce qui est arrivé. Oui. Il était intéressant à moi, fait qu'on a sorti ensemble pendant 4 ans. Mais j'avais une grand-mère qui était dans les parages, et vous savez, l'histoire de il faut pas faire ça avant le mariage, tu sais, la grosse affaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire avec le... Quel âge avez-vous, Nathalie? Moi, j'ai 48. 48 ans? Oui. OK. Et votre grand-mère s'est mise le nez dans votre relation, dans votre intimité. C'était la mère de votre mère ou la mère de votre père? Bon, alors le père, le géniteur s'en mêle, la mère du géniteur s'en mêle. Ben, mon père s'en est pas mêlé directement comme tel, mais lui, il agissait de façon, il venait de faire une séparation, là, avec ma mère est partie parce que elle n'avait ras-le-bol de la grand-mère. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que là, mon père, il voulait pratiquement que je prenne la place de ma mère. Non, dites-vous. Oui. Vous aviez 17 ans? Oui, vous aviez quel âge quand ils se sont... Vous aviez 17 ans, belle comme un cœur, j'imagine? Oui. Oui, parce qu'habituellement, les pères qui veulent remplacer la conjointe par leur fille, dans ma pratique de psychiatre des 38 dernières années, bizarrement, sont toujours belles. C'est bizarre, ça, José. Okay. C'est rare que c'est une 17 ans avec un surplus de poids important puis des boutons. Ben, à l'époque, je n'avais pas de surplus de poids. J'ai très bien déduit. Sauf que il y avait pas rien de... Je pense que c'est pas du côté sexuel, là, c'est le côté... Ben oui, c'est pas du côté sexuel. Ben oui, tout à fait. C'est un hasard, ça. Vous êtes belle, vous êtes svelte. Et puis, non, c'est pas du côté sexuel. Il vient de quitter votre mère, là. Puis non. C'est ma mère qui l'a quitté. Ben oui. Mais Doc, vous, là, vous êtes là-dedans depuis des années et des années. Moi, je suis comme Nathalie, puis là, on revient à l'inceste psychologique. Vous êtes d'accord? C'est ça que vous voulez dire, Doc? Ça dépend. Écoute, c'est dur d'imaginer son père qui peut avoir un désir sexuel pour sa propre fille, là. Oui, mais il peut la trouver attrayante. Oui, mais sans avoir une érection en la regardant. Non, il n'y a pas de... Ben non, il ne peut pas avoir d'érection, il se ferait mettre en prison. Ben non. Ben, moi, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai appris après plusieurs années que ma grand-mère, elle a eu juste mon père comme enfant, et la journée où elle a eu son bébé, elle n'a plus aucune relation avec son mari, qui était mon grand-père à l'époque. Et à partir de ce moment-là, ma grand-mère, elle a couché avec le bébé jusqu'à l'âge de à peu près 9 à 12 ans avec mon père. C'est ce qu'on a appris beaucoup plus tard après. Où est le problème, Nathalie? Où est le problème? Ben, c'est que mon père... La vieille couche avec son fils de 9 jusqu'à l'âge de possiblement 12 ans. Il est où le problème, selon vous? Surprotection, et mon père, il n'a jamais eu de caractère. C'est sur le côté... là, vous parlez de côté peut-être un peu sexuel et tout. Mon père, c'est pas ça, mais pas pantoute. Mais il n'a pas de caractère, il a pas de culotte, mon père. Il n'est pas capable de rien faire, il n'est pas capable de prendre aucune décision, il n'est pas capable... S'il est tout seul, il ne peut pas rien faire. Puis encore aujourd'hui, il a 79 ans, puis c'est encore pareil. Pourquoi vous pensez que votre mère l'a laissé? Parce que ma grand-mère, c'est elle qui décidait tout dans la maison. Puis c'est elle qui décidait... Est-ce qu'il est possible que votre mère en ait eu assez de la sexualité avec votre géniteur? C'est un peu embarrassant de vous poser ça comme question, là. Mais qu'est-ce que vous savez de la sexualité entre vos deux parents?
Ça allait quand même bien, là, de ce que ma mère me disait. Tu sais, je veux dire, elle n'avait avec mon père. Mais ça a l'air que c'est ma grand-mère qui gérait ça. Ben oui, on était donc bien tannante, ta Qui grand-mère. gérait, oui, qui gérait quoi? On a appris que ma grand-mère a dit à mon père, bon, ben là, c'est le temps d'avoir des enfants, il va falloir que tu fasses des enfants. C'est là qu'elle a eu ses enfants, parce que ma mère était pas prête à avoir des enfants. Elle avait autorisé la sexualité avec votre mère? Oui. Elle avait dit à mon père, là, faut que tu fasses ça, là, c'est le temps de faire des enfants, il va falloir que tu fasses des enfants. Ouais, il faut que tu copules parce que... Ouais. Et puis mon père, ça se passe dans quel coin de la tribu québécoise, ça, Nathalie? Montréal. À Montréal. Je m'attendais à tout sauf ça. En plein Montréal PQ? En banlieue, Montréal, oui. Oui, en plein Montréal. Pas en centre-ville de Montréal, là, mais en Montréal. Ouais. Là. Et attendez un peu, revenons au point qui est au point de base. Vous avez dit, j'ai cassé avec mon premier amour après 4 ans de fréquentation à cause de mon père. Qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? En fait, mon père était toujours sur le dos de mon chum à l'époque. Même mon chum, il se pliait en 4, il faisait toutes les pirouettes qu'il voulait. Mon père, c'était jamais correct, c'était jamais bon. Il était toujours en train d'être sur notre dos, là, en fin de compte. Oui. Et puis, un père jaloux, quoi. Hein? Ben oui. Au bout de 4 ans, oui, c'est ça. Au bout de 4 ans, on avait un peu d'intimité, là, mais si, c'est ça, mon père ouvrait la porte sans rien demander puis sans cogner, là, hein. On faisait rien de mal, là. On avait 17 ans, on se collait, puis on n'a jamais rien fait de ben, là. Mais il ouvrait la porte, puis il demandait pas la permission, ou il cognait pas à la porte, là, voir s'il pouvait rentrer, là. Colin. Et donc, là, à un moment donné, c'est sûr que ça vient comme nous chercher notre couple. Là, Nathalie, pour ceux qui n'ont pas entendu, là, c'est la porte de l'appartement qu'il ouvrait sans frapper? De ma chambre. On était tous les deux dans ma chambre, mettons. Est-ce qu'il lui est arrivé à votre géniteur d'inspecter vos tiroirs? Oh, là, j'en ai aucune espèce d'idée. Moi, j'ai eu, José, surprenamment, il y a des pères qui font ça. Hein. Ils inspectent On va regarder les dessous féminins de leur fille? Oui, ils inspectent les tiroirs de sous-vêtements de leur fille. Oui, j'ai tout, j'ai tout ça en réserve là, dans ma mémoire. Ça, Mais c'est handicapant. Comme là, vous en êtes rendu où, Nathalie? Parce que c'est handicapant, on s'entend-tu là-dessus? C'est sûr. Là, je suis célibataire et puis je me presse pas à trouver quelqu'un de toute façon. C'est sûr que j'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie, mais pour l'instant... L'impact sur votre sexualité? La proximité de votre géniteur, le comportement de votre géniteur, quel impact ça a eu sur votre sexualité? Je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez épanoui. C'était plutôt ma grand-mère qui m'avait vraiment peur avec Nathalie, ça. Nathalie. Oui. Nathalie. Faut que j'écoute. Alors, concrètement. Oui. Concrètement, vous vous masturbez à quelle fréquence? 2 fois par mois. Oui. Avec orgasme facile, orgasme difficile? Non, facile, là. Et avec un homme, la fréquence de vos rapports sexuels avec un homme? Il faut que je me laisse aller. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Nathalie, fréquence des rapports sexuels avec un homme quand vous viviez avec... Présentement, j'en ai pas du tout. Non. Lorsque vous viviez avec un homme, quelle était la fréquence moyenne? Je vous dirais au moins 1 fois par semaine, facile. 1 fois par semaine? Et la fréquence, le ratio orgasme par rapport aux relations sexuelles? Combien de fois, à quelle fréquence orgasmiez-vous lorsque vous aviez des relations sexuelles avec un partenaire? 1 fois sur 2. 1 fois sur 2. Puis comment vous avez dit ça au début, que votre vie sexuelle allait très bien, Nathalie? Pardon? Quand Doc vous a posé la question, c'est quoi vous avez dit? Que votre relation sexuelle allait bien maintenant? C'est juste que votre grand-mère, au début, s'était mêlée de ça? C'est qu'au début, j'ai... Non, mais rendez-vous compte que ce que vous venez de décrire comme relation sexuelle, mais tout ça, c'est à partir du fait que vous avez dit que ça allait très bien de ce côté-là? Maintenant, ça va très bien. Mais à l'époque, ça allait pas, là. Au tout début, là. Maintenant que vous êtes célibataire?
Oui, quand j'avais 17-20 ans, là, je savais pas je savais pas grand-chose, là. J'ai eu l'option de prendre un cours de sexualité au cégep qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a fait aïe, Nat, t'es comme tout le monde, puis que, tu sais, c'est tout à fait normal. Alors, le programme PIP s'applique ici. Alors, le fait d'avoir eu la permission et l'information, ça vous a aidé? Oui, beaucoup. C'est exactement ce dont on a parlé dans nos vendredis intimes, José. Exact. Alors, les 2 premières lettres de l'acronyme PIP, permission, information. Le fait d'avoir la permission de jouir est très important pour les femmes. Et le fait d'être informé aussi de certaines pratiques. Oui. Hey, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec merci. nous. Merci. Au revoir. Je vais revenir là-dessus et ça va démontrer aux auditeurs d'ailleurs que même si on est mardi, on peut parler de sexualité quand même. Vous pensez que, parce que vous avez posé la question, puis je sais quand vous posez vos questions que c'est pas innocent, là. Il y a une raison à ça derrière le tout. Sur la fréquence d'orgasme en lien avec le nombre de relations sexuelles, ça peut avoir un lien encore avec le père ou avec la permission ou avec tout ça? Oui, oui, il a bloqué. Il savait très bien qu'en entrant dans la chambre de sa fille, alors qu'elle était dans les bras de son compagnon de 17 ans, il savait très bien que ça la gèlerait, ça la bloquerait pour toute sa vie. Et c'est ce qui se passe. Une relation sexuelle sur 2 avec un partenaire, elle l'a dit, elle a de la difficulté à se détendre, elle est tendue. Elle est tendue pourquoi? Elle a peur, inconsciemment, de se faire surprendre par cette espèce de maillet qui s'est amusé à ça. Elle blâme sa grand-mère. Rien à foutre avec la grand-mère. C'est le zigoto qui cognait à la porte pour les froster, pour les geler. C'était pas la grand-mère qui cognait à la porte de chambre. C'était notre cave. Ça aussi, c'est un signe, hein, Doc? Le père Ils font qui en tout ça. veut tout le temps après le conjoint, puis qui est tout le temps après le conjoint, puis il est pas assez bien pour toi, puis il est pas ci, puis il est pas ça. C'est un signe de jalousie, là. Et, oui, et plus. Ça et beaucoup plus. On va aller à la pause. Au retour, on revient avec vous, chers auditeurs. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique, de nous écrire sur texto 25226 ou encore par courriel. Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330 Et José Arsenault. avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Comment vont vos relations amoureuses, là, de partenaire en partenaire? Est-ce que ça va en s'améliorant ou au contraire, vous êtes pris avec un maudit pattern que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser parce que peut-être vous ne le comprenez pas d'où il vient exactement? Téléphonez-nous, on va en jaser ensemble. Et en même temps, comme sous-question, là, avez-vous déjà regretté une séparation? Êtes-vous allé trop vite? Est-ce que vous auriez dû travailler plus fort sur votre relation au lieu de sauter dans une nouvelle relation? Doc, je ne vous entends pas. OK, allez-y. Ou faire plus d'efforts pour essayer de comprendre quelle a été votre participation là, dans le dénouement insatisfaisant. On va aller au téléphone, on va parler avec Sophie de Québec. Bonjour, Sophie. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Sophie. Ça va bien. On vous écoute. Bonjour, Dr. Mailly. Ah, mon Dieu, vous, là, vous me faites bien des choses ce matin. Moi, mon père est mort, j'avais 5 ans. Oui. Écoute, ma mère m'a dit que j'ai fait une dépression après. Oui. Ouais. J'ai eu une adolescence très active sexuellement. Ensuite, je suis devenue enceinte à 18 ans. Mon garçon a 34 ans aujourd'hui. J'ai été mariée là-dessus 18 ans avec un militaire qui était quand même un peu, pas tant que ça à l'extérieur. Divorcée maintenant. Oui. Avec un Américain maintenant qu'on a une relation assez drôle. En fait, on a une relation sur écran. On se voit. Quand on se voit, c'est la passion totale. C'est capoté. Oui. Puis relation au téléphone. Vous avez quel âge? On parle d'adultes de quel âge? Là? Vous avez quel âge? C'est l'Américain? J'ai 5 ans. On a toutes les deux dans la cinquantaine, 53. 50. OK. Jeune cinquantaine, c'est parfait. Lui a été abandonné par sa mère. Sa mère l'a quitté il y avait 8 ans. Oui.
Moi, je réalise, mais des fois, là, quand je les écoutais, j'ai dit, c'est-tu parce que, en fait, je suis avec la relation de mon père, que je cherche mon père, il y a une relation qui est impossible, qui est dans l'au-delà, tu sais, que je ne sais Sophie, pas. Je me pose Sophie, il arrive à l'occasion qu'il soit préférable de vivre le présent plutôt que de plonger dans le passé. Oui. Votre relation actuelle avec l'Américain, est-ce que ça vous satisfait ou pas? Oui, elle me satisfait, sauf que c'est sûr qu'on souffre d'ennui, là. Je souffre d'ennui, je deviens frustrée. Oui. Parce que quand on est ensemble, je fais l'amour 3-4 fois par jour. Pardon? Oui. Vous avez 3-4 fois par jour. 3-4 fois par jour. Ouais, et vous drôle, parce que jouissez quand son fils intensément? part, Pardon? Quand son fils part la fin de semaine, son fils quitte pour aller chez sa mère. Lui, il a la Oui. garde, là, vraiment la garde légale. Il quitte pour... puis là, je riais hier, puis je disais à ma chum, j'ai dit, on est des adolescents. Là, j'ai dit, on mange, on prend notre douche, on fait l'amour. On mange, on prend notre douche, on a de l'air d'avoir 16 ans. Ça fait que, attendez un peu, laissez faire le 16 ans. Les jeunes de 16 ans font pas ça. Alors... Non. Oubliez ça. Depuis quand que c'est comme ça avec cet homme-là? Ça fait 4 ans. Puis vous voyez combien de fois physiquement là, par année? Ben, j'ai pas. C'est 6 mois. C'est 6 mois, 2 mois partis. 2 mois partis. 2 mois. Mais Qu'il vient ou que vous y allez, c'est 2 mois? Oui. On se Attendez voit un peu, pendant là. 2 mois. On se voit pendant 2 mois. Après ça, je suis 2 mois plus là. OK. À chaque 2 mois, une période de 2 mois. Ouais, 1 mois, 2 mois, à peu près. Sophie, je serais extrêmement prudent avant de changer cette formule. Oui. Mais je suis cocu, là. Je le sais aussi, là. Tu sais, j'apprends, à chaque fois que je reviens, je le sais qu'il a sauté un peu la clôture, puis ben, il me dit, ben oui, mais je parle en amour. Sophie, est-ce que cette relation-là vous convient? Ça fait beaucoup. Bon. Énormément. Alors, on met ça au frigidaire Mais je suis et on en curieuse, prend Doc, grand moi. soin. Tu sais, parce que ce que vous racontez là, on pourrait voir un film. Tu sais, on se parle entre filles, là. Film de filles, le jeudi soir à TVA, on pourrait voir ça, là. Tu sais, belle relation avec un Américain. Vous allez sûrement aux États-Unis, il vient ici. C'est quasiment romantique. En plus, le sexe va super bien. Fait que moi, je vous écoutais puis je me disais, ben, il est où le problème? Tu sais, mais vous, le problème fondamental, c'est la peur d'être cocu, le fait de le savoir puis de rester là quand même. C'est quoi? C'est Non. sûr que ça. Ah, mais ça je me vais fait juste quelque l'entendre, chose elle, doit que ça vous dérange pas, là. Ça me fait quelque chose un peu quand je découvre, comme là, la dernière fois, j'ai été partie 2 mois. Elle me dit, je venais de partir. Elle me dit, là, je m'ennuie, je me peux plus. J'ai dit, écoute, paye-toi une fille, paye-toi une pute. L'important, c'est que tu ne l'amènes pas à la maison ou que tu la ramènes pas à la maison. Sophie. Est-ce que c'est la première fois de votre vie que vous avez une sexualité aussi intense? Oui, c'est la première fois. Bon. Oui. Alors, pourriez-vous continuer à déguster et nous laisser tranquilles avec votre questionnement? Et pour répondre à la question de José, venant d'un milieu misérable, n'est-ce pas exact de dire que c'est difficile d'apprécier un moment présent intense et jouissif? Oui. Parce que j'ai été dans une période où je jalousais tout le monde. Sophie, on laisse faire le passé dans votre cas. Oui. On se concentre sur le présent et on le savoure. Yes. Comme disent les Anglais, every minute of it. Merci de nous avoir parlé, Sophie. Merci beaucoup. Je veux juste continuer avec vous, Doc, là-dessus. Là. Oui. Ça veut dire que ça me rappelle une histoire. La fille, elle avait rencontré justement quelqu'un comme ça, puis elle se disait, il doit avoir quelque chose, là. Ça se peut pas, là, que ce soit moi qui soit importante à ses yeux. Elle avait de la misère. C'était trop beau pour être vrai. Mais ça a saboté la relation parce qu'au lieu d'en profiter, elle arrêtait pas de se dire, voyons donc, c'est quoi le problème, là? Vous comprenez? Mais ça, encore là, c'est quand on se questionne trop, on pense qu'on ne mérite pas un tel bonheur. Ça vient de là? Lorsqu'il n'y a pas de problème, on essaie de pas trop courir après. Lorsque ça va bien, c'est peut-être pas le meilleur moment pour les grandes remises en question. Savourons. Et si ça fait 4 ans que ça dure, José? Ah oui, je m'attendais, moi, à une nouvelle relation, mais non. Non. Tu sais, des femmes qui ont la chance de s'envoyer en l'air 3-4 fois par jour, là,
c'est pas méchant. C'est point méchant, comme qui dirait. Ça fait accepter d'être cocu? Moi, je reviens avec mon jugement. On va parler avec Maryse de Granby. Bonjour, Maryse. Bonjour à vous deux. Maryse. Moi, mon problème, c'est que j'ai vécu une blessure quand j'étais enfant, puis aujourd'hui, je suis pas capable de faire confiance dans mes relations. Fait que, veux pas, ben, ça finit par, par brûler le couple, là, quand il n'y a pas de confiance, que je suis toujours en train de douter, Fait que c'est ça mon pattern. Oui, là, vous avez coupé les coins ronds, là, chère Maryse. Vous n'avez pas dit grand-chose. Alors, vous avez un problème, une blessure pendant l'enfance qui a fait en sorte que vous n'avez pas confiance dans vos relations actuelles et ça vous fait douter de. Alors, dites-nous-en un peu plus. De quoi s'agit-il? OK, ben je doute. Plus précisément, je sabote mes relations pour me faire rejeter, pour pas que le partenaire finisse par me rejeter sans que je le mérite. Et vous faites quoi? On va partir de la fin. Vous faites quoi pour saboter vos relations? Ben, je fais la germaine, la femme québécoise, là, la chiante. Wow. Parlez pour vous, là. Généralisez pas, là, Maryse. Je suis tout à fait d'accord avec José. Alors, vous concrètement, vous faites quoi? Vous bossez? Vous dites, est-ce que j'ai bien compris? Je fais la chiante? Oui. C'est ce que vous avez... Comment vous faites ça? Ben, c'est ça, je bosse. J'essaie de trouver des exemples, là. Je niaise l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites concrètement? La dernière relation, là, oui. C'est que j'ai dit, regarde, finalement, ça ne marchera pas, je n'ai pas confiance, fait que je romps. Puis là, mettons, 3 jours après, je le regrette, fait que là, j'ai réécrit pour lui dire, là, je m'excuse, puis... Oui. Vous êtes ambivalente, OK. Oui, ou quand je suis... Mais de quoi vous doutez? Vous dites, je doute de, vous osez pas le dire. De quoi vous doutez? Que le type puisse avoir un intérêt pour vous? À quoi référez-vous? Qu'il me trouve belle, que je puisse l'attirer, qu'il me trouve des valeurs. C'est ça, là, j'en suis là. C'est sûr. Mais est-ce que votre partenaire avait un problème d'érection avec vous? Non. Oui, mais le gars qui est devant vous, là, puis qui est en pleine érection, vous lui faites un peu d'effet? Non? Oui. En pleine clarté, là. Je parle pas à noirceur, là. Oui, je me dis qu'un gars, ça bande sur toutes les filles, mais ouais! Vous avez pris ça où, vous, cette histoire, cette légende? Un gars, ça bande sur toutes les filles. Oh! Vous connaissez ça, les hommes, vous? À clarté en plus, hein, Doc? Oui, j'ai bien dit. José, tu l'as entendu. Parce qu'à noirceur, il peut s'imaginer que c'est quelqu'un d'autre, mais à clarté, c'est assez dur de le tromper. Ben, ma mère... Alors, un homme, ça bande sur toutes les filles. Ça vient d'où, ça, cette niaiserie-là? Ben, je sais pas, ma croyance que je me suis partie pour pas écoutez, les croire. Si on fait un blitz là-dessus, je vais devoir... Écoutez, la compagnie Pfizer a réalisé qu'un homme sur 3 avait un trouble érectile. Ça fait qu'il y a un gros paquet d'hommes qui ne bandent pas sur aucune femme, là. Oui, mais quand il y a des troubles érectiles, c'est sûr, là, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas. Un homme, ça bande sur toutes les filles. Qui vous a mis ça dans la tête? Là, j'avais hâte que vous posiez la question, là. Ben, tu sais, il y a un gars qui regarde des films de cul, là, peu importe la fille, ça va l'exciter, là. C'est une fille à poil devant toi. Maryse, répondez à la question. Qui vous a mis ça dans la tête? Ben, ma mère, je pense. Ma mère, elle en avait gros contre les hommes. Fait qu'elle m'a inculqué qu'un homme, c'était pas fidèle, que c'était décourailleux. Puis là, ben, je pense que c'est ça que... cette peur-là que je reproduis aujourd'hui. Ouais. Elle vous a lavé le cerveau, petit... Contaminé. Ouais, contaminé, petite secte, hein? Elle haïssait les hommes, puis elle vous a contaminé. Ouais. Mais comment qu'on fait pour se décontaminer de ça? Non, attendez un peu. D'abord, voir la contamination. Oui, je la vois, la contamination. Non, oui, mais pourquoi? Pourquoi s'est-elle acharnée à vous laver le cerveau, maintenant? Pour pas que je sois heureuse. Parce qu'elle, elle n'était pas heureuse avec mon père. Fait que j'imagine qu'elle voulait pas que je le sois moi non plus, je sais pas. Oh, quelle est votre relation actuelle avec votre mère? Ben, elle est en phase terminale d'un cancer, là. Je l'accompagne pour pas qu'elle soit seule. Oui.
Ben oui, elle a essayé de démolir votre vie, puis on va l'accompagner dans la phase terminale de son cancer. Ben oui. Ouais, ça, je le sais, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je me remets en question là-dessus, mais je suis pas capable de la laisser toute seule. Oui, on en prend grand soin. De toute façon, ça serait intéressant de savoir comment vous allez vous sentir après son décès. On prévoit qu'elle va décéder dans combien de temps à peu près? Avez-vous idée? Ben là, le cancer des 2 poumons, je sais pas, là, ils peuvent pas dire, là, une question de semaines, de mois, j'imagine. Ouais, quelques semaines, quelques mois. Ouais. Et c'est quoi la blessure que vous avez eue, enfant? Elle a essayé de me tuer. Hein? Ouais, ben c'est ça, je vous avais appelé, c'est une couple de fois, je vous appelle, là, elle a fait schizophrène, elle a fait, en tout cas, les fils sont touchés, là, fait qu'elle a fait pas une dépression, là, tout ça. Un épisode psychotique. Ouais, possiblement. Elle s'est dit... Tu elle avec un chaudron ou quelque chose comme ça? Avec un grondin de bois. OK. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans. Est-ce qu'elle vous a blessé à l'époque? Oui, fracture du crâne avec fragment et enfoncement. Aujourd'hui, physiquement, ça va bien, mais c'est les séquelles psychologiques de ça que je travaille là, dessus. Oui. Et ça va passer nécessairement par revoir ce que cette femme-là a été pour vous et votre réaction à cette femme-là. OK, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ma réaction à cette femme-là. Oui. Comment je réagis à ce qu'elle me dit? Non, comment vous vous comportez avec elle? OK. Vous vous êtes écrasé. OK. Mais là, vous me conseillez de la laisser toute seule? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je pense que c'est à ce moment-là que je vais me sentir coupable, mais qu'elle décède. Mais c'est vrai qu'il aussi, faut que je dise que mes parents, ils ont joué gros sur la culpabilité quand j'étais jeune. Définitivement. Fait que c'est peut-être ça aussi que je traîne encore, là. Dans sa phase terminale, est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'elle soit confortable? C'est ça que je fais. Je voulais pas qu'elle décède à l'hôpital, fait que j'ai trouvé une place à la maison, le Diapason, qui s'appelle dans le secteur ici. Bon. Ils sont 8 dans la place. Fait qu'il y a toujours un médecin, des infirmières. Et à quelle fréquence vous la visitez? Une fois par semaine. Bon, c'est comportement digne. Oui. Non, même face à une... Oui. Aller la voir. Parfait, c'est bon. Je vois quand j'ai 5 minutes, puis elle est avisée de ça. De toute façon, quand j'étais jeune, elle n'était pas présente plus que ça pour moi. Fait que je me suis dit, je vais faire comme elle faisait quand j'étais jeune. Là, Vous avez toute la permission d'agir comme vous le faites actuellement. OK? OK. Merci, Marie. Marie. On verra après sa mort. Bye. Merci. La permission, puis elle en fait beaucoup plus que d'autres en vrai. C'est parfait. Vois-tu, comportement digne, même pour des parents qui ont été abusifs, on demeure digne dans leurs derniers jours. On s'assure qu'ils soient confortablement installés. Une petite visite une fois de temps en temps, pas trop souvent. On va aller à la pause là-dessus, Doc. Notre sujet du jour, on veut savoir si les relations amoureuses que vous avez eues au fil des ans allaient de meilleur en meilleur ou au contraire, vous poigniez de pire en pire. Est-ce que vous êtes rendu compte que vous aviez des patterns? Est-ce que c'est dur de lâcher ces patterns-là ou de les comprendre? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique, de nous écrire au 25226 sur Facebook ou sur... Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, je trouve ça super intéressant parce que les gens utilisent de plus en plus le 25226, nous écrire par texto. Pendant la pause, je lisais ce qu'on a reçu. On va aller au téléphone tout de suite après. Mais Doc, à notre question, est-ce que vous avez déjà regretté des séparations ou encore est-ce que vous poignez de pire en pire avec les partenaires que vous avez dans votre vie? On a Normand, 52 ans, et il dit, après un divorce bien anodin, si je me compare, j'ai décidé de ne plus mettre en place sur l'échiquier les éléments qui pourraient faire en sorte que je revive même partiellement ce que j'ai vécu. Je vis seule depuis plus de 15 ans. Certains inconforts, mais je m'en accommode hyper bien. Hors de question de recommencer dans notre société.
la faute de la société. Normand est irréprochable. Normand n'a pas d'inconscient. Normand a toujours fait les choses correctement. Notre société n'est pas propice au rapprochement à l'intimité, selon Normand. On en a un autre, lui, il dit, mon conseil numéro 1, assurez-vous d'une santé financière correcte de votre prochain partenaire. Tu sais, on a une phrase, mais qui semble en cacher beaucoup d'autres, là, tu sais, des expériences vécues, là. Ça, c'est différent, là. Oui, exactement. Oui. Maintenant, elle dit, bonjour, moi, j'ai remarqué que j'ai toujours été attirée par le contraire de ma mère et essayé d'être comme mon père. OK. Ensuite, quelqu'un dit, est-ce que lors de nouvelles rencontres, quand serait le meilleur moment pour avoir des relations sexuelles avec cette nouvelle conquête? J'ai 50 ans. Tu parles d'une question que le monde nous pose. Non, Doc, Oui, elle a besoin de votre permission. Oui. Quel serait le meilleur moment? Madame, c'est le moment que vous allez choisir, qui va vous convenir. Alors, le meilleur moment, c'est votre moment qui vous convient. C'est ça le meilleur moment. Mais avez-vous remarqué, c'est encore dans notre sujet sur la permission de votre programme? On va aller au téléphone. On va parler avec Gilles de Sherbrooke. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Bonjour, Gilles. Une petite question pour le doc. J'ai mon père dans la cinquantaine avancée. Il s'est séparé d'une relation dans la quinzaine avec une conjointe qu'on a eu de la misère, moi et ma copine, à accepter, mais on l'a accepté. Puis la plupart du temps, ça allait vraiment bien. Comme les autres fois, on pouvait en avoir le bol. Là. Puis il est arrivé la tragédie, là, on a eu l'annonce que mon père la laissait. Puis là, on avait comme des petites craintes. On espérait d'avoir mieux, mais malheureusement, on n'a pas nié pire. Puis je dis ça parce qu'on va souvent le voir. Là. Mon père, mes parents sont séparés, puis on va souvent y rendre visite. Puis il voit mes petits-enfants, puis il veut s'intégrer beaucoup avec les petits-enfants. Là. Puis là, avec la nouvelle conjointe qu'il y a présentement, là, ça se trouve on s'en va pas dans le bon sens. Là. On entend parler d'elle de toutes les bords du côté, comme de quoi qu'il soit une bonne personne. Puis, et qu'est-ce qu'elle a de pas bon? En quelle honneur? En quoi, n'est-ce pas, elle n'est pas une bonne personne? Nous, on entend, puis pas juste tout le temps de la même bouche, là, c'est qu'elle veut s'approprier qu'est-ce que les copains qu'elle a eus pour juste elle. Dans le fond, elle voudrait nous tasser. Là. Financièrement? Comment? Est-ce que votre père a de l'argent? Ah, oui. Et on parle de combien? Dans quel ordre? 200 000? Plus que ça? 500. OK, 500. Parfait. On a compris. Oui, c'est fréquent. Vous avez quel âge, Gilles? Là, j'ai dans la proche trentaine. Trentaine? Oui. Mais okay. vous, admettons, si vous laissez faire là, les commérages, admettons, vous, est-ce que vous avez laissé la chance à cette belle-mère-là d'entrer dans votre vie? Ou bien vous êtes... Nous, on a entendu parler avant de l'avoir. Fait que c'est sûr que quand on l'a vu, on était ses breaks. Puis quand on l'a rencontré, on a effectivement vu que c'est une contrôlante, déjà là, en partant, elle gérait mon père. Elle disait, regarde, tu sors d'une relation, mais commence par s'occuper de toi. Puis lui, votre père, le sentez-vous heureux avec cette femme-là? Honnêtement, là, je le reconnais plus. D'un fois, je parle, puis il m'écoute même plus. C'est jamais arrivé avant. Mais y es-tu heureux avec elle? Pas de relation avec vous, là. Avec elle, y es-tu heureux? Ben, voyons, je veux pas me mêler de sa vie. Je sais pas, il y a pas de... Moi, je trouve qu'il a changé. Il y a plus de l'air. Il y a de l'air comme... il y a de l'air mélangé. Même dans sa business, je trouve, d'un fois, je l'appelle, il me dit qu'il va me rappeler, il me rappelle plus. C'est moi qui le rappelle le lendemain pour lui dire « Hey, tu m'as oublié. » Mais, tu sais, il me le dit, là, il me le fait souvent savoir là, qu'il veut rester dans notre vie. Il aimerait ça qu'on déménage proche de chez eux. T'as peu, de voir mes petits-enfants. Non, Gilles, l'histoire des petits-enfants, là, on y va mollo avec ça, OK?
Alors, OK. utilisez votre jugement, vous et votre conjointe, là. Utilisez votre jugement. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Parce que il se pourrait que votre crainte soit légitime. OK. Ça, voulez-vous dire quoi dans ce sens-là? Alors, il y a des femmes, effectivement, qui surveillent les hommes dans cinquantaine qui ont 1,5 million. C'est fréquent, c'est devenu fréquent au Québec. Alors, il y a de plus en plus d'hommes de 50 ans, 60 ans qui ont entre 500 000 et 1 million d'équité. Alors, contrairement à ce que Yves Lamontagne disait, que le Québec est de plus en plus pauvre, c'est pas vrai. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont de l'argent et il y a des femmes qui ont compris. Doc, OK? mais permettez-vous de faire juste l'avocate du diable, juste pour la fin de la discussion, OK? Je connais pas votre vie, je connais pas votre père, je connais pas sa blonde à rien, Gilles, mais ça se peut-tu aussi, parce que l'autre, avant non plus, c'était pas facile, OK? Elle arrive, c'est pas facile encore. Ça se peut-tu que vous ayez des difficultés d'adaptation à partager votre père? Ah non, mon père, dans le fond, là, moi, j'ai quand même un lot passé avec mon père. Là, il n'a jamais été vraiment présent. Là. Moi, je me souviens juste que c'était ma grand-mère qui me gardait. Là. Puis moi, dans le fond, mon père, c'est comme mon chum. C'est mon chum de gars. Écoute, il me paye des sorties, il me garde, là, dans le fond. Là, dans le fond, c'est comme un de mes chumés. Là, on s'entend super bien, mais pas aller vivre chez eux, je serais pas capable. Comment est votre conjointe? Par rapport... Qui mène la relation? Ben, c'est plus moi un petit peu, mais c'est donnant-donnant. Là. OK. C'est vous qui dominez, c'est vous qui menez votre relation avec votre conjointe? Ouais, un petit peu, là. Vous devriez consulter davantage votre conjointe, Gilles. OK? Soyez OK. prudent. Bye. Merci. Merci de nous avoir parlé. C'est beau mener, mais il faut être celui qui a le plus de leadership des deux. Mais encore, faut-il avoir l'humilité de le réfléchir, là, puis de l'analyser et de l'accepter. Je pense que dans le cas de Gilles, j'aurais une petite conversation avec la conjointe et j'aimerais ça savoir ce qu'elle pense et comment elle veut orienter la relation entre leurs enfants et leur grand-père. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être malsain, là. Gilles, puis t'as très bien senti, t'as pressenti quelque chose qui est là. La relation de chômé avec son père, puis il vient un peu en rivalité avec les nouvelles conjointes. Ça vient brouiller la carte, ce qui n'enlève pas cependant des craintes fort légitimes. Fait que j'aimerais ça savoir ce que la conjointe de Gilles pense de tout ça. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va parler avec Carole de Sherbrooke. Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au Viens réseau donc. Cogeco. Tout à rire, ce retour de pause-là. On poursuit notre sujet, ça va vite, hein, il est déjà 10h47 minutes. On va aller tout de suite au téléphone parler avec Carole de Sherbrooke. Bonjour, Carole. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Carole. Alors, je suis arrivée un peu tard dans la conversation. Juste pour être certaine, c'est comme les relations familiales au niveau de nos relations de couple, si ça va de mal en pis ou de mieux en mieux, c'est bien ça. Oui, chaque fois que vous changez, est-ce que vous améliorez votre sort, pareil ou pire? Je vous dirais que ni mieux ni pire. Bon, Stable. ça s'est maintenu. On a changé 4,30 sous pour une pièce, dites-vous? Exactement, tout à fait. Oh! Tout à fait. Allez-y, on vous J'ai écoute. eu plus de change dans mes poches. Non. Oui, alors posez-moi des questions, je vais y répondre parce que honnêtement, je suis désolée, je ne sais pas par où commencer. Bon, par la fin. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de nous appeler? C'est sûrement pour nous conter Oui, quelque chose. Ben, écoutez, quand, il y a des gens qui ont des relations de couple difficiles à cause de leurs parents. Bon, c'est ça. Moi, en tant que, je vais vous dire, je suis fille unique. Mes parents sont décédés, tous les deux. Mon père ils m'ont eu très tard, dans la quarantaine finie, là, les deux. J'étais parler d'un père contrôlant. Contrôlant. Non, il décidait de tout. Ouais. Si j'allais dans des parties, quand j'étais plus jeune, il n'était pas question que je revienne avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il venait me chercher. On voyait un peu de topo. Et puis, il voulait pas, il faisait très attention au chum que j'amenais à la maison. Il fallait qu'il approuve. Oui, mais c'est pas un père contrôlant, ça. C'est un père amoureux. Bon, c'est beau. Oui, il m'appelait mon petit chou. Ouais, marrez-vous. Jusqu'à quel âge il vous a appelé mon petit chou?
jusqu'à son décès, quand j'avais 25 ans. OK. Ouais. Oui. Il vous aimait beaucoup. Oui, puis en même temps, savez-vous quoi, Doc Mayou? Oui, allez-y. Quand j'étais très jeune, avant que je puisse me défendre, monsieur était fort sur les tapes, les fesses, les coups. Un caractériel. Attendez, tape sur les fesses? À partir de quel âge? Non, je dis tape sur les fesses, mais en fait, je suis pas... Non, écoutez, je rétracte ce que je viens de dire, mais disons qu'il m'a... comment dire, brassé pas mal. Saisi de bras, coup. J'avais tellement peur de lui quand j'étais très jeune que je me cachais sous les divans, oui. À partir de quel âge, jusqu'à quel âge qu'il vous a brassé? Ben, écoutez, quand j'ai eu 13 ans, j'étais quand même assez développée pour mon âge, puis je lui ai dit, carrément, j'ai dit, si tu me fesses, je te rends l'appareil. Et ça a été terminé. Ben, en tout cas, au niveau physique. Maintenant, au niveau psychologique, je pense que ça l'a continué. Puis aujourd'hui, est-ce que vous voyez un lien de votre enfance avec ce que vous vivez dans le quotidien? Tout à fait. À quel niveau? À quel niveau? C'est que, premièrement, je ne veux pas qu'un homme me dise quoi faire. Beaucoup de misère avec l'autorité masculine. Je suis pas bien là-dedans. J'étouffe. Et je vous dirais que j'ai eu... les chums que j'ai eus, aussitôt qu'ils me disaient « Hey, tu devrais, à ta place... » Non, moi, je partais à courir. Là, mon homme avait de la misère à me suivre. Beaucoup de misère avec l'autorité masculine. Je ne veux pas qu'un homme me dise comment me comporter, quoi faire, comment gérer mes choses, comment faire mon ménage. Ce qui fait que mes relations de couple, vous imaginez que quand j'étais avec quelqu'un... La cohabitation a toujours été impossible. Ça allait-tu la façon dont vous dites homme, moi, ça m'interpelle. Oui. Ça va-tu jusqu'au mépris de l'homme en général? Non, mais je ne veux pas qu'aucun homme me dise quoi faire. Vous avez quel âge, Carole? J'ai 47. 47 ans? Oui. Parlez-nous de votre mère. Oh, OK. Je savais que ça s'en allait là. Écoutez, vous savez, ils sont indissociables, nos siamois. C'est-à-dire, oui, non, mais écoutez, mes parents, c'était assez particulier parce que mon père travaillait de jour, ma mère travaillait de soir et de nuit. Ce qui fait que c'était assez rare, à part la fin de semaine, où les deux étaient ensemble. Bon. Et puis, je sais que ma mère a eu, j'en avais parlé, écoutez, quand j'étais toute jeune, apparemment qu'elle avait dit, non, il ne faudrait pas que tu fasses ça, puis en tout cas, mais ça n'a pas été solide. Et ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, vraiment, il me semble que tu aurais pu me défendre davantage que ça, mais... En tout cas, ça a été extrêmement bizarre, là, mais... Mais comment vous expliquez ça, qu'il était à ce point amoureux et violent avec vous? C'est une excellente question. Écoutez, moi, je vous dis... OK, je vais vous l'expliquer du mieux que je peux. Je suis pas psychiatre. Non, à votre façon, c'est ça. Oui, non, juste mon sens. Oui, allez-y. Mon père a été ce qu'on appelle le mouton noir de sa famille. Bon, il a été battu lui-même, on s'entend, là. OK? À strap, à coup de ceinture, c'était... non, il était vraiment méprisé de sa famille pour une raison que, bon... Ce qui fait qu'il y avait une colère en lui. Ben, ce qui fait que, écoutez, je n'analyserai pas, là. Mais... Oui, lâchez-vous. Pour une fois dans votre vie. Okay. Non, il a été très malheureux dans son enfance. Oui. Il a été rejeté par ses parents, surtout par son père. En fait, sa mère, c'était une guenille, là, ben, en tout cas. Oui. Mais son père est extrêmement violent, ce qui fait que la chaîne n'a pas cassé, là, quand il était question de moi, là. Et je vais vous dire quelque chose. Là, j'ai honte de le dire, là. Mais ça m'est arrivé 2 fois, quand papa est décédé, que un moment donné, je me suis mis en colère contre ma mère et que je l'ai frappé. Et ça, je vous jure qu'encore aujourd'hui, là, j'aime autant pas y penser. Mais là, je me suis dit, wow, ça arrête ici. Frappé comment? Ben, juste une claque, mais peu importe. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Une claque, un moment donné, sur le bras ou quoi que ce soit. Ou ben donc, je l'ai serré, mais c'est arrivé 2 fois et là, je me suis trouvée tellement cheap. Vraiment cheap. Je me suis dit, OK, là, ça va arrêter, là, ici, immédiatement, là. Vous voyez, là, comment est-ce que ça se transfère? Beaucoup de frustration, beaucoup de peine, beaucoup de... OK, on s'en va où, là? J'ai perdu le fil. Qu'est-ce qui a amené la claque, les 2 épisodes de claque? Vous souvenez-vous? C'est une excellente question. C'est simplement une simple frustration. J'avais demandé quelque chose, et puis là, ma mère, quand même, c'est un être humain. Elle a sa personnalité.
Donc, elle avait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je lui demandais. Et là, ça a monté en moi une frustration complètement irraisonnée, complètement exagérée. Et puis là, mon premier réflexe, ça a été ça. Imaginez. Elle s'entêtait à ne pas être d'accord avec quelque chose que je lui disais. Très fort. Très fort. Et je vais vous dire, à la limite, j'ai pratiquement eu peur. J'ai pas d'enfant, en passant. J'ai toujours eu, c'est pas la raison principale, mais j'ai toujours eu une certaine crainte qu'avoir des enfants, mais là, que si je m'emportais comme mon père, comme moi, je l'ai fait, probablement que je l'aurais pas fait parce que j'ai tellement conscience du mal que ça peut faire, mais c'est ça. Un silence, un ange passe, là. Oui. Oui, alors... C'est assez particulier. Et parlez-nous un petit peu, votre vie actuelle ressemble à quoi, là? Ma vie actuelle, oui. Je travaille, je vis seule. Oui. Vous ne perdrez pas connaissance quand je vous dis ça, là. Oui. Dans quel domaine, sans être trop précise, dans quel domaine vous œuvrez? Dans le domaine du tourisme. OK. Donc, je suis... Comment je peux dire? J'ai pas vraiment de vie sociale à part au travail. Oui. Et quelques autres. Et puis ça me fait du bien, honnêtement, parce que je suis quand même une personne qui est apparemment très agréable à converser. La vie sexuelle, ça dit quoi? Oui, ben ça, là-dessus, j'ai ce qu'on appelle, excusez le langage, un FF, un fuck friend. Oui. OK. Là-dessus, c'est parfait. Vous avez un partenaire. Oui, vous le rencontrez à quelle fréquence, votre partenaire sexuel? Écoutez, je vous dirais peut-être 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Depuis combien d'années? 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais. Est-ce qu'il est gentil avec vous? Oui, non. Oui, puis il m'aide à la maison. Là-dessus, j'ai jamais eu de problème. Non, il n'y a pas de violence verbale ni physique. Puis il vous aide, il est gentil? Non, mais je veux dire, il est là, il est présent. Quel âge a-t-il, oui? Quel âge a-t-il? Il a 35. OK, plus jeune que vous. Est-ce qu'il est marié? Non, il est complètement célibataire, un vieux garçon. Ben, écoutez, pour un vieux garçon, il n'est pas vieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un célibataire, un célibataire endurci, un peu comme moi. Et comme partenaire sexuel, satisfaisant? Parfait. On garde ça comme ça. Merci, Carole. C'est tout OK. Merci beaucoup. José, quand ça va bien, on essaie de pas trop brasser la barque et faire entrer de l'eau dedans. Lorsque la barque navigue bien, on brasse pas, tu sais. Que c'est bien dit, en attendant Irma. Là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. À demain.